Très bien, donc on va débuter. Merci Monsieur Stora d'avoir accepté de venir parler à l'École Polytechnique. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc je vais commencer par vous présenter très brièvement. Vous êtes donc né à Constantine, en Algérie, en 1950. Vous avez passé votre enfance jusqu'à l'année 1962, qui a vu votre départ vers la métropole, plus précisément en Île-de-France. Ce départ fut donc forcé par la guerre d'Algérie et l'indépendance imminente de celle-ci. Vous avez ensuite poursuivi en Île-de-France toujours des études d'histoire et de sociologie et êtes devenu un spécialiste de l'histoire du Maghreb contemporain, de l'Empire colonial français et de l'immigration. Vous êtes aujourd'hui un chercheur internationalement reconnu et avez été sollicité par pas moins de 3 présidents de la République sur des questions mémorielles et historiques, dont François Mitterrand, François Hollande et Emmanuel Macron, à qui vous avez récemment remis un rapport intitulé Les passions douloureuses et paru récemment sur les moyens d'atteindre une réconciliation mémorielle entre la France et l'Algérie et entre les différents groupes protagonistes de cette période douloureuse. Ce rapport sera donc le centre de nos discussions aujourd'hui. Voilà, la parole est à vous, Monsieur Stora. Merci beaucoup, merci pour votre invitation à l'École Polytechnique où je m'étais déjà rendu il y a plusieurs années pour faire une conférence, mais là devant naturellement des personnes en chair et en os, ce qui naturellement n'est pas le cas aujourd'hui compte tenu de la situation que nous traversons. Alors ce rapport a été remis il y a maintenant plus de 3 mois au président de la République et il a été publié effectivement sous la forme d'un ouvrage aux éditions Albin Michel sous le titre Les passions douloureuses, France-Algérie. Qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport et pourquoi cette mission qui m'a été confiée par le président de la République? Eh bien, cette mission qui m'a été confiée il y a 1 an maintenant avait pour objectif d'abord de dresser un état des lieux, c'est-à-dire de faire une sorte d'inventaire sur les rapports entre la France et l'Algérie, du point de vue des rapports entre États, sur les questions mémorielles, bien entendu, hein, les questions de mémoire, donc les rapports entre États, mais aussi d'examiner des rapports transversaux touchant au monde universitaire, au monde intellectuel et naturellement au travail des historiens. Donc il y avait deux aspects, une sorte d'inventaire des prises de position, des déclarations des différents présidents de la République française, grosso modo depuis l'indépendance de l'Algérie, c'est-à-dire maintenant depuis 1962, c'est-à-dire depuis 3 générations, car nous en sommes déjà à la 3e génération maintenant, et puis essayer, à partir de cet inventaire entre États ou de manière transversale, par ce qu'on appelle entre guillemets les sociétés civiles, voir s'il était possible de faire des propositions, de mettre en œuvre ce que l'on appelle ordinairement des préconisations. Ça me paraissait effectivement tout à fait important de ne pas rester au stade des discours simplement, des paroles prononcées, mais d'essayer de dégager des pistes, des chemins de manière très concrète. En d'autres termes, ce rapport, je l'ai conçu non pas comme le énième discours, disons, sur le système colonial, sur l'histoire de la colonisation, etc. J'ai déjà beaucoup écrit d'ouvrages sur cette question-là. Vous savez, bon, j'ai écrit une 40aine d'ouvrages, dont beaucoup traitent de l'histoire au sens classique du terme, de la colonisation. Alors, bien sûr, dans les aspects touchant au monde algérien, j'ai fait des biographies, par exemple, de Messa Ali Hadj ou Ferhat Abbas, mais j'ai également fait des biographies de François Mitterrand et du général de Gaulle et la guerre d'Algérie. Donc, vous voyez, des 2 aspects que j'ai essayé à chaque fois, durant toutes ces années, d'expliquer, d'explorer d'une rive à l'autre de la Méditerranée en termes de recherche historique tout à fait classique, à partir des archives, bien sûr, mais aussi à partir des témoignages et aussi à partir de la presse de l'époque. Là, cette fois-ci, il s'agissait davantage d'interroger sur ce qui avait été fait et ce qui reste à faire, et non pas reproduire, encore une fois, un récit historique traditionnel, mais d'essayer d'examiner, encore une fois, les pistes, les moyens, etc. Alors, sur l'inventaire, j'ai constaté que les présidents de la République française, parce que je parle des présidents de la République française parce que c'est un rapport qui m'a été demandé par la France, je le précise. C'est un rapport demandé par la France, ce n'est pas un rapport demandé par les 2 États en même temps, pas du tout. Il s'agit d'un rapport à destination de la France, bien entendu. Donc, c'est pour cela que j'ai dressé une sorte d'inventaire des discours et des déclarations publiques, des déclarations officielles,
en particulier en partant de ce qu'avait fait Jacques Chirac. Parce qu'auparavant, sur les questions de mémoire, il y a eu très peu, il n'y a pas eu pratiquement pas de déclaration des présidents de la République française avant l'arrivée au pouvoir de Jacques Chirac. Hein, c'est pratiquement l'arrivée au pouvoir de Jacques Chirac, comme vous le savez, en 1995, que les questions mémorielles en France ont connu une très grande accélération. Je ne vais pas ici citer tous les grands sujets que Jacques Chirac a soulevés, hein, tout au long de sa mandature, mais bon, on le sait, le discours qu'il a prononcé au Veldiv, reconnaissant la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs de France, bon, ça a été quelque chose de très très important, mais aussi à la suite, bien sûr, il y a eu la reconnaissance du génocide arménien, la reconnaissance de l'esclavage comme un crime contre l'humanité dans une loi de 2001, dite loi Taubira, et puis il y a eu, bien sûr, les ambassadeurs de France qui ont reconnu les massacres de Sétif et de Guelma en 2005, que je mentionne dans mon rapport. Donc ce sont des initiatives qui avaient été prises sous Jacques Chirac. Il y a eu sous Nicolas Sarkozy un grand discours qu'il a prononcé en 2008 à Constantine, bon, de condamnation d'ailleurs du système colonial, le discours de François Hollande à Alger en décembre 2012, où il a lui aussi fait un grand discours sur l'histoire de la colonisation, des rapports difficiles et tumultueux entre la France et l'Algérie. Et puis plus récemment, vous le savez, les gestes qui ont été faits par Emmanuel Macron lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle, notamment lorsqu'il a reconnu la responsabilité de la France dans l'enlèvement et l'assassinat du mathématicien communiste Maurice Audin, dont ça a été, disons, un événement très fort, puisque cette disparition de Maurice Audin avait mobilisé une grande partie de la gauche française pendant la guerre d'Algérie, des années 50 pratiquement jusqu'aux années 80-90. Donc, ça faisait partie d'une sorte de travail emblématique, hein, cette histoire de l'enlèvement, la disparition et l'assassinat de Maurice Audin. Donc, il y a par conséquent eu, du point de vue des États, un certain nombre de discours, de proclamations qui ont été faites, mais sans forcément que cela se traduise par des actes concrets. C'est ce que je voulais montrer dans ce rapport, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de déclarations, beaucoup de mots qui sont prononcés, mais en fait, du point de vue, disons, du travail pratique à accomplir, je me suis aperçu qu'il y avait un énorme chantier devant nous et que cet énorme chantier, dans le fond, n'était pas pris à bras-le-corps par les deux États. Pas simplement l'État français, mais aussi l'État algérien. Ces grands dossiers, dont je parlerai bien sûr tout à l'heure. Et puis, du point de vue des échanges transversaux entre la France et l'Algérie, je ne peux pas tout citer, bien sûr, c'est dans mon ouvrage, mais j'ai naturellement fait l'inventaire des travaux d'historiens, les historiens français, très nombreux, qui se sont succédés et qui ont travaillé sur cette histoire, de Charles-André Julien à Charles-Robert Ageron, de Jacques Berck à Gilbert Meignet. Énormément d'historiens français ont travaillé sur l'histoire de l'Algérie. Énormément d'ouvrages ont été publiés en France. J'ai moi-même publié un dictionnaire des livres de la guerre d'Algérie. J'ai recensé 2500 ouvrages avec des résumés que j'ai publiés à la fin des années 90. Différents colloques se sont tenus et de très nombreux colloques, associant d'ailleurs des historiens et des chercheurs algériens qui ont participé à ces colloques. J'ai moi-même dirigé un ouvrage avec Mohamed Harbi en 2004 sur l'histoire de la guerre d'Algérie. Donc, ce travail commun entre historiens des deux rives, naturellement, s'est mené depuis de très nombreuses années, sans demander l'autorisation des États, bien entendu. Et ce travail, dans le fond, a eu lieu. J'ai aussi mentionné l'existence des films et des documentaires sur l'histoire de l'Algérie et de la France, bien sûr. Énormément de documentaires, énormément de films de fiction, contrairement à ce qu'on croit, il y a énormément de films de fiction. Alors, je ne vais pas tous les citer, les grands films emblématiques, comme Avoir 20 ans dans les Aurès, comme RAS, bien sûr la question, L'honneur perdu d'un capitaine, jusqu'à très récemment, par exemple, un film d'Alexandre Arcadi, Ce que le jour doit à la nuit, adapté d'ailleurs d'un romancier algérien qui s'appelle Yasmina Khadra, Arcadi a adapté à l'écran ce film qui est sorti sur les écrans français au moment de l'anniversaire, d'ailleurs du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie en 2012. Donc, vous voyez, il y a énormément de livres, énormément de films qui ont été produits, qui ont été faits sur cette histoire, sur ces rapports. Donc, on ne peut pas dire que, comment dirais-je, rien n'a jamais été fait, etc., etc. Mais ce qu'il faut signaler quand même, c'est que cette profusion de choses qui existent et qu'on connaît maintenant
se sont produits dans une situation où il y a quand même eu pendant très longtemps une sorte d'occultation et de silence officiel de la France à propos des exactions, des massacres commis pendant la colonisation et la guerre d'Algérie. C'est une grande occultation qui a duré presque 30 ans, pratiquement de 62 à 92, 95. J'ai mentionné Jacques Chirac tout à l'heure, volontairement en 95. Eh bien, c'était le délai des 30 ans. Si je parle de ce délai des 30 ans, c'est parce que vous savez qu'en France, il y a un délai, comme dans tous les pays du monde, il y a un délai pour regarder les archives de l'État. Le délai en France, c'est 30 ans, 60 ans, 120 ans. Alors 30 ans, normalement, on a le droit d'accéder à toutes les archives possibles, sauf des archives touchant, disons, à la sécurité de l'État qu'on peut consulter après 60 ans, ce qui est le cas pour la France maintenant, puisqu'il va y avoir 60 ans que l'Algérie est indépendante, et puis 120 ans pour ce qui touche à la, disons, à la sécurité des personnes, hein, individuellement, en particulier notamment les dossiers médicaux. Hein, c'est-à-dire ça, c'est des choses très difficiles à obtenir, très compliquées. Bon, d'ailleurs, les historiens, par parenthèse, ne réclament pas, hein, je veux dire, l'accès à ce type de données très, très intimes, très personnelles, bien entendu. Mais ce qu'ils réclament, c'est la levée, disons, de l'interdiction des archives touchant au fonctionnement de l'État, hein, beaucoup plus que des personnes, hein, mais de l'État. Bon, et ça, dans le fond, c'est une bataille que les historiens ont toujours menée depuis très longtemps. Mais il faut dire qu'à partir de 1992, la levée du secret des archives a été considérable, puisque énormément de thèses ensuite ont été produites en France. Et beaucoup de chercheurs algériens sont venus en France pour travailler, disons, sur les archives françaises. Je ne vais pas ici citer les noms de tous les collègues algériens qui ont travaillé, qui ont produit à partir de l'ouverture des archives de 1992, hein, au bout de 30 ans. Hein. Alors, au bout de 30 ans plus tard, c'est en 2022, il faut espérer bien sûr que l'interdiction soit levée, disons, complètement. Donc, une période d'occultation, une sortie de cette occultation, une profusion de livres et d'ouvrages, et pourtant, le dossier mémoriel, et je terminerai là-dessus, est encore très lourd. Encore très lourd parce qu'il y a des revendications algériennes sur la question du transfert d'archives, sur la restitution d'archives, c'est indiqué bien sûr dans mon rapport. Il y a des revendications et des questions qui se posent autour des essais nucléaires, puisqu'il y a eu 17 essais nucléaires au Sahara, avant et après l'indépendance de l'Algérie, puisqu'il y a eu des essais nucléaires qui se sont déroulés jusqu'en 1966, hein, donc quand même, ça a duré quand même très longtemps. Il y a naturellement des discussions très importantes qui pourraient avoir lieu ensemble sur la question de ce qu'on appelle entre guillemets les disparus algériens, bien sûr, de la bataille d'Alger, mais aussi les disparus européens, de ceux qui ont été enlevés. Notamment, on le sait, au moment de l'été 1962, par exemple les disparus, les enlèvements d'Européens dans la région d'Oran, donc qui sont plusieurs centaines, donc les disparitions de plusieurs milliers d'Algériens pendant la bataille d'Alger en 1957. Donc là, j'ai fait la proposition, effectivement, qu'il y ait un guide des disparus entre la France et l'Algérie, parce qu'il y a plusieurs milliers de familles qui continuent de chercher leur famille, etc. J'en veux pour preuve le fait que j'avais préconisé la réhabilitation, entre guillemets, ou la reconnaissance par la France de l'assassinat d'un grand dirigeant algérien qui s'appelait Ali Boumendjel, que cette reconnaissance soit faite. Et lorsque les petits-enfants de Ali Boumendjel ont été reçus par le président de la République à l'Élysée, le 2 mars, eh bien, ils ont demandé aussi qu'on retrouve les corps de leurs oncles et de leurs grands-pères qui ont disparu, qui font partie des disparus de l'Algérie. Donc ça aussi, bien entendu, les deux aspects étaient intimement liés, intimement mêlés. Donc par conséquent, je prends ces exemples parce que ce sont des exemples particulièrement spectaculaires, mais il y en a d'autres, par exemple, ce que j'ai évoqué sur la question de l'entretien des cimetières européens, où il y a bien sûr des cimetières juifs de nombre très important en Algérie, bon, qui malheureusement sont dans un état difficile, hein, pour ne pas dire plus. Donc là, il y a une tâche qui pourrait être faite en commun, je veux dire sur la réhabilitation, l'entretien des cimetières, ce sont des choses qui sont tout à fait importantes. J'ai fait des propositions aussi, naturellement, sur la libre circulation entre la France et l'Algérie pour les chercheurs algériens qui, s'ils veulent venir en France, qui disposent, disons, de ce qu'on appelle des visas à entrée multiple, ça fait partie de mes préconisations, mais aussi
le fait que les harkis, ce qu'on appelle les harkis entre guillemets, également puissent librement, disons, circuler entre la France et l'Algérie. Bon, ce sont des exemples, hein. Je ne veux pas citer naturellement toutes les préconisations, j'en ai, je crois, 22 au total qui sont exprimées. Ce que je regrette, c'est que pour l'instant, il y a eu pratiquement 2 ou 3 préconisations qui ont été prises à bras-le-corps, mais du côté algérien, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Hein, il n'y a sur aucune des préconisations que j'ai faites, dans la mesure où les responsables, les officiels algériens ont expliqué que dans la mesure où il s'agissait d'un rapport exclusivement français, ils n'avaient rien à en dire. Donc c'était par conséquent une sorte de refus, hein, sur toutes les préconisations que j'ai faites. Je vous en ai énuméré quelques-unes. Hein. Alors, bon, on me dit, oui, mais est-ce que c'était nécessaire, ce travail? Est-ce que, dans le fond, en fonction de ce refus, est-ce que, dans le fond, est-ce que ça va servir à quelque chose, etc. Moi, je répondrais oui, parce que l'essentiel, pour moi, c'est de laisser une trace de tout cela. Parce qu'il y a en France des millions de personnes qui ont en mémoire l'histoire de l'Algérie. Encore une fois, je précise, nous sommes à la 3e génération. C'est-à-dire de gens qui ne sont pas nés en Algérie, hein, mais qui ont reçu les récits familiaux, dans l'intimité. La question du rapport à cette histoire, à ce pays, est considérable dans la jeune génération. Alors, il faut par conséquent qu'on laisse une trace de ce qui a été entrepris. Pour les générations futures, pour les générations suivantes, au moins qu'il y ait eu des tentatives qui ont été faites, qu'il y ait eu des pistes qui ont été explorées, et même si tout cela ne se concrétise pas dans l'immédiat, ben j'espère que ça laissera des traces pour l'avenir. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Stora. Nous allons donc passer dans un instant aux questions. Je voudrais préciser à l'auditoire qu'il peut lui aussi poser ses questions sur la plateforme tribunedelix.com, donc tribune avec un S de lix.com, et nous les poserons ensuite. Voilà. Donc, je voudrais commencer par rebondir sur un point que vous avez évoqué dans votre discours, qui est celui de l'absence de réaction du côté algérien aux préconisations que vous avez faites. Est-ce qu'il n'y a pas même eu, outre une absence de réaction, même des réactions d'hostilité, avec un ministre algérien qui a déclaré le criminel refuse toujours d'avouer son crime au sujet donc de votre rapport, en parlant de votre rapport. Donc, un autre ministre algérien a qualifié la France de ennemi traditionnel et éternel. Comment expliqueriez-vous ces réactions d'hostilité? Bah écoutez, effectivement, vous avez raison de signaler ces réactions. Il y en a d'autres, hein, encore. Hein. On ne doit pas toutes les citer de manière très, très récente. Je dirais que, vous savez, la question du nationalisme en Algérie est une attitude très puissante. C'est-à-dire que l'État algérien, le pouvoir algérien, se légitime essentiellement par le recours à la séquence guerre. Qu'on appelle guerre d'Algérie en France, mais guerre de libération nationale en Algérie, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'essentiel. À partir de là, entrevoir la possibilité d'une discussion autour de cette histoire, de cette séquence, reste, disons, quelque chose d'extrêmement compliqué pour le pouvoir algérien. Ce qui est beaucoup moins le cas de la société elle-même. Moi, j'ai reçu énormément de soutien venant d'Algérie, notamment aussi d'intellectuels, d'écrivains algériens qui m'ont écrit, bien sûr, et qui disent, voilà, il faut commencer à ouvrir cette discussion, il faut que ce débat se mène d'une rive à l'autre, parce qu'on ne peut pas éternellement se regarder en chien de faïence, parce que nos imaginaires ne sont pas les mêmes. C'est vrai que l'imaginaire français autour de l'Algérie, grosso modo, c'est un imaginaire à base de grandeur impériale, c'est-à-dire bon, la mission civilisatrice de la France qui a construit les routes, les hôpitaux, etc. Bon, ce discours est très connu, mais c'est un discours dominant en France, c'est un discours central. Alors que le discours algérien, c'est celui du traumatisme, de la dépossession foncière, de la dépossession identitaire. Je cite par exemple dans mon rapport l'exemple de ce que j'appelle les SNP. Enfin, c'est pas moi qui les appelle, ils étaient appelés comme ça, les SNP sans nom patronymique, c'est-à-dire des milliers, des centaines de milliers d'Algériens pendant la colonisation qui ont perdu leur nom, tout simplement, qui n'avaient pas de nom, jusqu'à après l'indépendance même. Hein. C'est des choses absolument incroyables. Et donc, du côté algérien, bien, il y a encore, disons, un imaginaire qui s'arc-boute, se construit, se développe ou se légitime par l'intermédiaire de cette séquence-là. Mais ce n'est pas parce que ces imaginaires
sont séparées depuis si longtemps maintenant que la France et l'Algérie ne doivent pas se parler, tout simplement, ne doivent pas envisager des chantiers ensemble sur le plan du numérique, sur le plan de la coopération médicale, sur le plan de la coopération des historiens, sur le plan de la coopération du partage des archives, sur des tas de sujets. Alors, ce sont effectivement des réactions pour l'instant venant, je dois bien le constater, venant du pouvoir, de certains membres du pouvoir négatif, mais je vous ferai observer que le président de la République algérienne n'a pas rejeté le rapport. Là, on cite les ministres, encore 2 ministres, hein, qui se sont prononcés, mais le gouvernement algérien n'est pas composé que de 2 ministres, et puis il y a un président de la République. Donc il faut espérer, disons, que les choses se développent et que la conversation puisse quand même avoir lieu. Je vous dirai au passage que cette conversation, elle est difficile, puisque vous savez, la visite à Alger du Premier ministre Jean Castex a été annulée, hein, mais au même temps que cette visite était annulée, au même moment, il y avait une autre visite beaucoup plus discrète qui était celle du général en chef de l'armée française, le général Lecointre, qui a rencontré son homologue algérien, le général en chef de l'armée algérienne. Ça n'a pas été médiatisé par contre, une visite beaucoup plus discrète. C'est pour vous dire que les choses ne sont jamais simples, hein, dans les relations d'État à État. Voilà. Vous avez des questions? Parce qu'il faut qu'on arrête à 7h moins le quart, hein, je suis désolé. Oui, je crois que Amine a des problèmes de… oui, justement pour… Oui, je crois que Amine a des problèmes de… La question sur les crimes et les atteintes aux droits de l'homme perpétuées sur le sol algérien polarise grandement les débats publics, principalement dans le spectre politique. Et justement, il y a eu pas mal de réactions de la droite à votre rapport qui pensent que, enfin justement, qui prétendent que ce genre de rapport nuit à l'unité de la France et aggrave une guerre mémorielle. Que répondriez-vous à ce genre de… Aggrave quoi? Pardon, excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Aggrave une guerre mémorielle. Aggrave, je ne comprends pas. Hein. Aggrave une guerre mémorielle. Guerre mémorielle. Bah, écoutez, vous savez, lorsqu'il y avait eu la guerre d'Algérie dans les années 55-62, c'était déjà ce discours-là, qui était adressé à Jean-Paul Sartre, à Simone de Beauvoir, à Claude Lanzmann, à Gisèle Halimi, à Pierre Vidal-Naquet, enfin, j'en passe. Je parle là des intellectuels français qui étaient opposés à la guerre d'Algérie et qui étaient des partisans de la décolonisation. Et déjà à cette époque-là, on leur disait que c'était, disons, des entre guillemets, ennemis de la nation. C'est-à-dire qu'ils étaient caractérisés comme tels. Et dans le fond, disons, tous ceux qui disaient cela n'avaient pas compris une chose, c'était la décolonisation. C'est-à-dire la question de la décolonisation était tout à fait fondamentale. Donc, tous ces discours des années 40, 50, 60 étaient des discours, dans le fond, en décalage avec un processus mondial qui était celui du passage aux indépendances politiques. Dans le fond, ça a été le grand mérite du général de Gaulle, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 58-59, de prendre en charge, disons, cette question-là. Par parenthèse, ce n'est pas la gauche qui a pris en charge cette question, c'est un homme qui venait de la droite, c'est le général de Gaulle. Et il s'est attiré beaucoup d'ennemis à droite, lui aussi, et voire à l'extrême droite, qui continue, disons, à en vouloir terriblement au général de Gaulle. Pourquoi? Bien parce qu'il avait compris que, dans le fond, l'intérêt bien compris de la France était de décoloniser, tout simplement, et d'avoir un autre type de rapport avec les anciennes colonies. Mais ça lui a valu des haines absolument incroyables. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours, il y a encore des gens, beaucoup de gens, qui se dissimulent derrière toute une série de mots et de vocabulaire, mais qui foncièrement restent antigaullistes, à cause, disons, de la décolonisation, de la fin de l'Algérie française. Ce sont des disputes, etc., qui, dans le fond, n'ont jamais cessé. Et les accusations contre mon rapport, à mes yeux, ne sont qu'une reprise, disons, des arguments de ces années-là, des années 50-60, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à ce qu'on a appelé à l'époque l'anti-France. Alors voilà, alors c'est ce type d'argument qui était encore développé et qui reste, disons, en vigueur aujourd'hui. Or, je crois que la France sortirait grandie, disons, si elle reconnaît l'histoire de ce passé dans ses lumières, mais aussi dans ses ombres. Et si elle ne vit que grâce à ces lumières, sans jamais regarder en face son côté obscur, eh bien, dans le monde,
dans ce qu'on appelle aujourd'hui les anciennes colonies, il y a toujours ce sentiment de suspicion, de méfiance, etc. Donc, je crois que le prestige international de la France vient en grande partie du fait, son retentissement vient en grande partie du fait aussi qu'elle regarde se passer en face. Vous savez, quand en 2005, le Parlement français a adopté une loi reconnaissant les mérites de la colonisation, hein, le fait que la colonisation avait été une grande avancée dans l'histoire humaine. Il y a eu une levée de boucliers extraordinaire dans toute l'Afrique, et aussi aux Antilles, mais aussi en Asie, en Indochine, etc. Ce qui fait que, vous le savez, cet article-là a été supprimé en 2006, précisément par Jacques Chirac. C'est-à-dire que, tout d'un coup, la France perdait de sa grandeur, entre guillemets, politique et intellectuelle, aux yeux des anciens peuples colonisés. Donc, c'est aussi cela qu'il faut mesurer. C'est que le prestige et la force de la France, c'est de pouvoir à la fois valoriser son patrimoine culturel, qui est immense, du point de vue littéraire, du point de vue artistique, du point de vue politique, mais aussi sa grandeur, c'est de reconnaître ce qui a été, disons, ses parts d'ombre. La guerre de Vendée était une guerre épouvantable menée pendant la Révolution française. Les conquêtes napoléoniennes d'Espagne ont été des conquêtes absolument terribles. Je n'y peux rien, c'est la réalité. La conquête de l'Algérie, bien, on a utilisé ce qu'on appelle les colonnes infernales, qui étaient utilisées, un mode utilisé contre les Vendéens dans les années 1793, etc. Donc, on s'enorgueillit précisément en reconnaissant tout cela, et pas en restant simplement sur un plan hagiographique. C'est-à-dire, bien, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes générations en particulier, qui sont très informées, parce qu'il y a Internet, tout simplement, c'est la révolution numérique, ne peuvent plus entendre ce type de discours uniforme, homogène, etc. On vit une véritable révolution intellectuelle maintenant depuis une vingtaine d'années. Et les populations, et en particulier les jeunes générations, sont bien mieux informées aujourd'hui qu'elles ne l'étaient, par exemple, dans les années 50 ou même jusqu'aux années 80-90. Donc, répéter les mêmes types de discours historiens sur ces questions-là n'arrive plus à convaincre. Donc, il faut aussi, naturellement, forger, expliquer, raconter toute l'histoire. Il faut agrandir l'histoire et non pas la rétrécir. Bien, merci beaucoup. Ma prochaine question, elle, interroge donc les liens entre politique et questions mémorielles. Donc, vous avez vous-même été militant et n'êtes pas sans savoir que les questions mémorielles sont sans cesse instrumentalisées à des fins politiques, que ce soit en Algérie ou en France, comme le témoignent d'ailleurs les nombreuses réactions à vos travaux. Donc, pensez-vous qu'il faille dissocier politique et mémoire pour obtenir des études et des résultats indépendants, ou ces deux concepts sont-ils indissociables? Vous savez, c'est une question éternelle, hein, c'est écrire l'histoire de manière neutre, objective, indépendamment de toute considération idéologique. C'est une prétention qui était celle de ce qu'on appelait les historiens positivistes de la fin du 19e siècle, français d'ailleurs, qui expliquaient qu'il y avait effectivement cette étanchéité entre histoire et politique. Or, précisément, l'histoire, c'est de la politique. C'est ça le problème. C'est-à-dire que l'émergence des grands historiens français, elle s'est faite sur des grandes questions politiques. Par exemple, pour ou contre la République. Pour ou contre la République, vous aviez d'un côté Thiers, de l'autre côté Michelet, d'un côté Taine ou Guizot, puis d'autres historiens qui se sont affrontés, disons, dès le 19e siècle sur la question de la Révolution française, et ça continue, toujours, aujourd'hui. Je veux dire, la question des disputes autour de la Révolution française n'ont jamais cessé, en fait. Il y a ceux qui considèrent, grosso modo, que le déclin de la France a commencé avec la Révolution française, non pas avec 68, mais avec la Révolution française. Donc c'est un vieux discours, en fait, c'est une vieille bataille. Parce que l'histoire, dans le fond, elle sert non seulement à éclairer le présent que nous vivons, mais aussi à dégager des pistes d'avenir. Parce qu'une nation, un peuple ne peut pas, disons, avancer sans tirer des leçons de l'histoire passée. Donc, bien sûr, ce qu'on appelle le roman national se construit au fur et à mesure, hein, des leçons du passé, de la connaissance du passé. Donc, comment vouloir dissocier l'histoire de la politique? Ce n'est pas possible. Par contre, là où vous avez raison dans votre question, c'est le problème de l'instrumentalisation politique par les pouvoirs de l'histoire. Ça, c'est une autre discussion. Que l'histoire et la politique soient intimement liées, pour moi, ça ne fait aucun doute. Mais le problème, c'est comment se défaire de l'instrumentalisation de l'histoire, comment être vigilant.
comment être critique par rapport, disons, aux abus, entre guillemets, d'instrumentalisation de l'histoire à des fins de légitimation des États et des pouvoirs politiques. Ça, c'est une vraie discussion. C'est pour ça, par exemple, que dans cette fameuse année 2005, il y a eu à la fois la condamnation par les historiens, disons, du fait que le Parlement légifère sur la colonisation positive, et en même temps la création d'une association par Pierre Nora qui s'appelait Liberté pour l'Histoire. C'est-à-dire le fait que les historiens aient la possibilité de tout dire et ne soient pas à la merci du pouvoir politique, c'est-à-dire de répéter les discours des pouvoirs politiques pour les légitimer. La voie est étroite, hein. Il n'y a pas de modèle. Dans le fond, le seul modèle, c'est celui de s'approcher au plus près possible de la cohérence et de la vérité, d'essayer de s'approcher. Je ne dis pas qu'on y arrive, je ne crois pas qu'il y ait une vérité historique définitive en histoire. Ça n'existe pas. Vous savez, le discours historique définitif, c'est très dangereux. Ça vous donne des histoires officielles. L'histoire officielle, c'est les vérités définitives. Non, il y a des faits, il faut s'y conformer, mais en même temps, il faut critiquer, il faut accroître, disons, ces faits, il faut les développer, il faut enrichir la connaissance qu'on a d'une période et d'une histoire, sinon au risque de la sclérose et de l'instrumentalisation idéologique. Alors moi, je vois une question sur le sujet des compensations financières, parce que la période de l'après-indépendance, elle était assez décevante, car indépendance politique ne signifie pas autonomie économique. Et donc, il y a eu plusieurs chercheurs algériens comme Sadiq Larkesh qui évalue le montant des réparations que pourrait demander l'Algérie à la France de 100 milliards d'euros pour tous les dégâts causés et l'instabilité économique d'aujourd'hui. La France, pour elle, c'est inconcevable parce que déclarer l'amnistie signifie tourner la page sur ces questions économiques. Et vous, que pensez-vous de ça? Du coup, comment agir concrètement en matière financière? Alors, d'abord, il faut savoir que l'État algérien, depuis 1962, n'a jamais demandé de réparation financière, hein. Ça n'existe pas. Je veux dire que ça fait 60 ans. Il faut partir de là, quand même. Je veux dire, il n'y a pas de demande de réparation financière parce que si on rentre dans le débat des réparations financières, on rentre dans des débats interminables. Des débats interminables. Qu'est-ce que la France a construit? Qu'est-ce que la France a laissé? Quelles sont les infrastructures qu'elle a laissées en place? Les ports, les aéroports, les routes, les hôpitaux, les architectures diverses et en contrepartie, les dépossessions foncières, les pertes, tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, etc. Et là, on rentre dans un débat sans fin. Je veux dire, c'est un débat sans fin. C'est précisément ce que j'ai voulu éviter dans ce rapport. Ce que j'ai voulu éviter dans ce rapport, c'est précisément ce débat sans fin. Mais d'essayer, au contraire, de dire et de voir quelles étaient les pistes concrètes, disons, pour pouvoir avancer. C'est ça que j'ai voulu faire. C'est-à-dire de sortir de ce débat abstrait, dans le fond, parce que c'est un débat extrêmement abstrait, hein, pour avancer concrètement. Par exemple, les disparus. Ça, c'est très concret. C'est-à-dire combien de personnes ont été enlevées, combien de personnes ont été tuées, comment faire pour récupérer les corps, les cartes, par exemple, des essais nucléaires. Et si vous avez la carte des essais nucléaires, là, vous avez la possibilité de connaître le nombre de personnes, c'est-à-dire des populations civiles, qui ont été touchées par les essais nucléaires. Donc là, vous pouvez les indemniser, vous pouvez réparer. Les réparations, elles se font sur des choses qui sont éminemment concrètes, c'est-à-dire le nombre de personnes touchées, le nombre de personnes déplacées. Mais si c'est des discussions abstraites, en termes de milliards de dollars ou d'excuses ou je ne sais quoi, bah, vous restez dans des disputes idéologiques, alors que, par exemple, la restitution des cartes des mines posées aux frontières, disons, cette restitution a eu lieu en 2008, est très précieuse parce qu'elle permet d'éviter, disons, que des gens, et des jeunes en particulier, des bergers, etc., sautent sur les mines aux frontières. Donc, plutôt que de se disputer sur les montants abstraits, sur les apports, parce que dans le fond, la discussion sur la réparation financières porte sur la question de est-ce que la civilisation a été apportée ou pas. Donc, on est toujours dans ce type de débat, dans le fond, hein, on reste dans ce débat. Moi, ce que j'ai essayé plus modestement, c'est de dire combien de personnes ont été touchées par les essais nucléaires, combien de personnes ont été touchées par les mines aux frontières, combien de disparus pendant la bataille d'Alger. Et là, vous pouvez poser le problème des indemnisations. Là, vous pouvez poser le problème des réparations financières. Sinon, vous restez dans le domaine de ce que j'appelle l'idéologie politique.
vous restez dans l'idéologie, c'est-à-dire les interpellations, les insultes, les caractérisations à l'emporte-pièce, bref, tout ce qui a été, c'était dans la question d'avant, ça. Là, vous restez là-dedans. Là, c'est tout le monde. Mais il faut aller au plan concret des choses. Avoir une commission mixte franco-algérienne sur la question des essais nucléaires. Là, oui, il faut une commission mixte. La question des archives, il faut une commission mixte. Qu'est-ce qu'on restitue et qu'est-ce qu'on conserve? Il faut une commission mixte. La France, par exemple, est prête à restituer un grand nombre d'archives aux Algériens numérisées. Je ne sais pas si c'est dans mon rapport, hein, si vous l'avez lu, j'ai fait l'inventaire de la restitution d'archives numérisées par la France en direction de l'Algérie. Que disent les archivistes algériens sur cette restitution des archives numériques? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que tous les chercheurs algériens pourront avoir accès à ces données, disons, archivistiques numériques? Est-ce qu'il y aura une liberté d'accès aux chercheurs internationaux à ces archives, pas seulement algériens, mais internationaux, parce que par principe, heureusement, les archives sont accessibles à tous les chercheurs du monde entier. Donc, vous voyez, ce sont des questions, disons, qui sont beaucoup plus simples et beaucoup plus pratiques que des disputes idéologiques à l'infini. C'est ma position, elle peut se contester. Hein. On peut dire c'est la position colonialiste, je ne sais pas quoi, etc. D'accord, c'est très bien. Mais la reconnaissance par la France de l'enlèvement et de l'assassinat d'Ali Boumengel, pour moi, c'est beaucoup plus important que d'avoir une dispute abstraite sur qu'est-ce qui s'est passé dans le colonialisme en général. Parce qu'à partir de l'identification à un problème très concret, très personnel, très précis, là on avance. Là on démontre ce qu'a été la réalité de ce système. Merci. Maintenant, au sujet des récents mouvements de protestation qu'il y a eu en Algérie, qui ont été regroupés sous la dénomination de Irak, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent être un catalyseur d'une potentielle réconciliation franco-algérienne, peut-être à travers l'émergence d'une véritable démocratie en Algérie? Très honnêtement, je ne sais pas quelle va être l'issue de ce mouvement, parce que, vous savez, tous les mouvements démocratiques qui exigent davantage de liberté, de citoyenneté, ne peuvent véritablement s'enraciner, exister que si se dégagent des leaders politiques, des partis politiques, des organes. Moi, je ne crois pas au mouvement spontané, à l'avant-garde spontanée. C'est peut-être mon éducation ancienne de militant marxiste qui me font croire que je ne crois pas au spontanéisme, je veux dire révolutionnaire, hein, de masse en mouvement. Il faut des représentants. Il faut, disons, des structures, il faut des partis, des syndicats ou des mouvements associatifs, etc., etc. Or, pour l'instant, ce mouvement en Algérie, qui est très important, qui a chassé du pouvoir Abdelaziz Bouteflika, hein, donc c'est quand même pas n'importe quoi, puisqu'il était au pouvoir quand même depuis plus de 20 ans, donc c'est quand même très important, mais néanmoins, à l'étape où nous en sommes aujourd'hui, on voit mal, disons, se dégager des leaders politiques capables d'entreprendre que ce soit un mouvement de négociation avec l'État en place ou de confrontation ou de bras de fer, mais néanmoins, il faut, disons, qu'il existe cette possibilité de ce qu'on appelle une alternance politique. Il faut une alternance politique. Alors ça, pour l'instant, moi, je ne vois pas trop, je dis franchement. Je ne suis pas allé en Algérie, pour dire la vérité, depuis plusieurs années. Pour faire ce rapport, je n'ai pas été en Algérie. Hein, je l'ai fait en France. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est un rapport français. Hein, bon, c'est un travail que j'ai fait ici. J'ai vu une 50aine de personnes. Toute la liste, d'ailleurs, est mentionnée à la fin de mon rapport, de tous les mouvements que j'ai rencontrés, les associations, les anciens appelés, les mouvements, des représentants des mouvements harkis, les mouvements, bien sûr, des rapatriés d'Algérie, bien sûr aussi des immigrés, etc. Donc, c'était un rapport que j'ai fait qui ne m'a pas permis de voir les responsables de ce qu'on appelle le Hirak. Je ne les ai pas rencontrés. Donc, moi, je ne les ai pas vus. Hein, je veux dire, donc, je ne peux pas vous dire c'est formidable, ça va déboucher obligatoirement sur, etc. Il faut espérer qu'il y ait de toute façon plus de citoyenneté et plus de liberté en Algérie. Mais moi, personnellement, disons que ne se sont pas manifestés à mon intention les représentants de ce mouvement. Alors que, par parenthèse, tout le monde savait que je faisais ce rapport, hein, puisque ce rapport était rendu public, enfin l'écriture, l'annonce a été rendue publique, vous le savez. C'était dans toute la presse, y compris la presse algérienne, puisque moi j'avais été reçu par le président de la République en juillet
2020, et immédiatement, il y a eu un communiqué qui est sorti, et ce communiqué a été diffusé en France et en Algérie. Et c'est à l'occasion de la diffusion de ce communiqué que de nombreuses associations en France ont demandé à me rencontrer. Je les ai toutes reçues. J'avais de la chance parce qu'à l'époque, ce n'était pas le confinement complet, donc j'ai pu les recevoir. Bon, heureusement, parce que si ça avait été le confinement complet, ça aurait été beaucoup plus difficile. Donc, je les ai tous rencontrés, grosso modo, entre juillet et pratiquement octobre-novembre, donc pendant 3-4 mois, mais je n'ai pas reçu de demande venant de représentants en France d'associations de ce mouvement. Je n'ai pas reçu de demande. Ils n'ont pas demandé à me rencontrer. Hein. Moi, j'étais prêt, je reste encore prêt à rencontrer des représentants de ce mouvement-là. Donc, s'ils veulent me rencontrer, moi, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que je n'ai pas reçu de demande. Donc, je ne peux pas inventer des interlocuteurs. Vous voyez, ce n'est pas possible. Hein, moi, je ne veux pas vous raconter des histoires. S'il n'y a pas d'interlocuteur, je n'ai pas d'interlocuteur à ce niveau-là. Voilà, du point de vue du mouvement hein, donc, que vous évoquez. Voilà, peut-être une dernière question, parce qu'après, malheureusement, je serai obligé de partir. Oui, une dernière question. C'est au sujet dans votre rapport, vous évoquez à 2 reprises les attentats islamistes qui ont frappé la France au moment de la rédaction du dit rapport, et vous opposez au surgissement de la violence le travail d'éducation accompli par les historiens, qui est donc pour vous un contre-feu aux mémoires enflammées. Pensez-vous donc que si l'on ne cherche pas à apaiser les mémoires entre la France et l'Algérie, pourrait en résulter une radicalisation des jeunesses françaises ou algériennes? Évidemment. C'est ce que vous venez de dire, c'est toute la conclusion de mon rapport. C'est-à-dire qu'il faut aller vers plus d'histoire, vers plus de connaissances, vers plus de savoir. Sinon, ce sont des discours reconstruits, des discours fantasmés. J'ai eu ce débat, vous savez, hier, j'ai rencontré un vieux personnage qui a 90 ans, qui s'appelle Guy Sidbon, qui était un des grands dirigeants, un fondateur du Nouvel Observateur avec Jean Daniel dans les années 60. Donc, c'était un anticolonialiste des années 60. Guy Sidbon est très connu. Qui est toujours vivant. Et il me racontait, par exemple, que quand il était à Tunis, correspondant du journal Le Monde à l'époque, c'était le correspondant du journal Le Monde à Tunis de 58 à 62. Il a rencontré Boussouf, il a rencontré naturellement toute la direction du GPRA, Ferhat Abbas, Krim Belkacem, enfin je ne vais pas tous les citer. Et il me disait, tu sais, tous ces gens-là, ils ne menaient pas une guerre religieuse. Ce n'étaient pas des religieux. Bien sûr, l'islam, c'était très important pour eux. Mais ce n'était pas pour eux une guerre sainte, ce n'est pas vrai. Ils s'insurgeaient contre ça. Lorsque, aujourd'hui en France, on fait l'amalgame entre la guerre d'Algérie et puis l'islamisme radical. Je sais pas, il y a beaucoup de livres là-dessus maintenant, il y a beaucoup de... Et ils s'insurgeaient contre ça. Je l'ai interviewé parce qu'on va faire un film là-dessus qui sortira l'année prochaine. Donc il y a un très long témoignage de Guy Sidbon qui, lui, a connu personnellement ces personnes. C'est un témoignage direct. Et d'ailleurs, il me disait une chose très vraie. Il me disait la plupart des grands dirigeants algériens de cette époque-là, beaucoup étaient mariés avec des Françaises, ou vivaient avec des Françaises. Ferhat Abbas vivait avec une femme française. Messali vivait avec une femme française, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y avait une grande mixité, il y avait une grande tolérance, il y avait une grande ouverture d'esprit. Donc, ils ne menaient pas une guerre religieuse contre la France. C'est par la suite qu'on a instrumentalisé leur histoire pour en faire une histoire exclusivement religieuse et intégriste. Mais c'est dramatique, parce que dans le fond, ce qui se transmet dans les jeunes générations, c'est cette dimension reconstruite, fantasmée. Mais quand on va à l'histoire réelle des événements et des personnes réelles, et de ce qu'ils ont écrit, de ce qu'ils ont fait. Par exemple, je donnerai un deuxième exemple, quand vous lisez les mémoires de Hossein Ait Ahmed, qui était un grand dirigeant algérien, kabyle, et quand vous lisez les mémoires de Ferhat Abbas ou les mémoires de Messali, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous étions contre le système colonial, mais nous avons appris à combattre le système colonial sur les bancs de l'école républicaine française, pour retourner ce que nous avions appris, c'est-à-dire l'histoire de la Révolution française, de l'égalité. Bon, c'était le titre du journal de Abbas, qui s'appelait L'égalité, d'ailleurs. C'est le titre qui était emprunté à un journal de la Révolution française, en fait, fondamentalement. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on explique aujourd'hui, c'est ils n'avaient pas d'éducation, c'était l'analphabétisme qui régnait partout. C'est faux. Je veux dire qu'il y avait une volonté de se séparer du système colonial, mais avec de l'instruction, y compris des leçons d'une histoire universelle, et non pas étroitement communautaire ou nationaliste, mais universelle. Et tous ces hommes et ces femmes de l'époque-là, ils étaient dans cette dimension-là. De Fanon à Ferhat Abbas, relisez Peau noire et masque blanc,
la dimension universelle chez Fanon est extraordinaire, où il dit « je ne veux pas rester l'esclave de l'esclavage ». Parce que ce qui compte pour moi, c'est ma part d'humanité, c'est de m'exprimer pour toute l'humanité, et non pas rester prisonnier d'une seule histoire qui enferme. Et c'est cela, dans le fond, moi, sur ce que je plaide aujourd'hui. C'est aller vers plus de reconnaissance d'histoire et pas se débarrasser, mais de s'écarter, disons, d'histoires exclusives, étroites, enfermantes, entre guillemets, etc. Voilà, c'est une sorte de message, hein, disons, que j'essaie de faire passer. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, pour votre invitation. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté de venir. C'était un plaisir de parler avec vous et nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions encore une fois. Bonne soirée à vous. Merci Au revoir, beaucoup. bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.